Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les membres du jury appellent Liliane Hillman. Mesdames et messieurs du public, chers membres du jury, permettez-moi, pour commencer ce discours, de vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, c'était les quarts de finale de cette même compétition. Et je suis rentrée à Bruxelles avec des parents d'amis à moi. Alors, la soirée s'était bien passée, enfin, visiblement, vu que je suis là, et l'ambiance dans la voiture était bonne. Quand, soudain, la discussion a commencé à tourner vers le président Trump, vers le Groenland et l'OTAN. Et moi, qui parlais avec tant d'enthousiasme quelques secondes auparavant, je me suis retrouvée à regarder le sol. Mes mots étaient coincés dans ma gorge, mes mains tremblaient. J'avais une envie désespérée de fuir. Je me souviens avoir pris mon téléphone et envoyé un message à ma mère, qui devait sonner quelque chose comme ça. « Maman, il parle politique. Sauve-moi. » J'avais peur. Non, mesdames et messieurs, j'ai peur. Je suis à moitié américaine et j'ai peur de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. J'ai peur de Trump. J'ai peur de la Russie qui devient plus agressive. J'ai peur pour mon futur. J'ai peur de mourir avant d'avoir un futur. J'ai peur qu'une guerre n'arrive. J'ai peur de l'entrée répétée de drones russes sur le territoire de l'Union européenne. J'ai peur des idées auxquelles on avait dit plus jamais qui semblent revenir à la mode. Mesdames et messieurs, je suis terrifiée. Et surtout, je ne sais pas quoi faire de cette peur qui me ronge tous les jours. Alors, quand il y a quelques semaines, j'ai vu les sujets pour cette demi-finale et que j'ai lu le sujet de Churchill, j'ai d'abord vu en celui-ci une lueur d'espoir, une réponse à mes peurs par un message de courage. C'est d'ailleurs la raison pourquoi je l'ai choisi. La citation de Churchill invite à l'action, à la résistance. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Churchill a écrit ces mots dans un contexte de guerre, et même précisément dans un contexte de défaite. Après tout, nous étions en 1940, à l'époque de la retraite de Dunkerque, des victoires éclairs des nazis et des bombardements terribles sur Londres. En fait, les gens commençaient à perdre espoir. Et cette citation-là, c'était une réponse à ces gens qui avaient peur, comme moi, pour leur dire que non, tout n'était pas perdu, qu'une victoire était encore possible et qu'il fallait juste continuer de lutter et espérer. Et si on regarde l'histoire, il a eu raison. L'Angleterre a bien fini par gagner la guerre. Ce message de volontarisme et d'optimisme que proposait Churchill à sa population était, à mon avis, une bonne réponse face à la crise. La science nous le confirme. Le fait de se projeter dans le futur et d'avoir un certain sens de l'optimisme augmente la plasticité neuronale. La peur, quant à elle, vient réduire l'activité dans le cortex préfrontal, qui est l'endroit où nous fabriquons des décisions rationnelles. Être optimiste, c'est donc être plus performant, apte à réagir dans des situations compliquées, capable de s'adapter et prêt à se battre. De plus, continuer à vivre, à maintenir la normalité quotidienne avec l'éducation, la culture, les relations, c'est de la résistance durable, ce qui est important à un niveau national comme à un niveau individuel. Alors, est-ce qu'on a trouvé la solution face à ma peur ? Le volontarisme ? L'optimisme qui mène au courage ? C'est ce que j'aurais aimé vous dire. En fait, j'aurais vraiment voulu pouvoir vous tenir ce discours optimiste que je vous décris. Mais plus je me plongeais dans mes réflexions, plus je me rendais compte que je ne le pouvais pas. Car oui, rien n'est jamais perdu, il y a toujours une alternance de moments difficiles et de moments de paix et de prospérité, mais à un niveau humain, à mon niveau à moi, à votre niveau à vous, est-ce que cela peut-il vraiment nous rassurer ? La Deuxième Guerre mondiale a connu 80 millions de morts après tout. C'est plus de 2% de la population mondiale. 1% en Grande-Bretagne, certes, mais 18% en Pologne. Presque chaque famille européenne avait connu la mort. Si on regarde notre actualité à nous, en Ukraine en ce moment, les pertes sont énormes. Et malgré leur courage, en réalité, on ne sait pas comment les Ukrainiens vont se sortir de cette guerre. Et moi, je trouve ça terrifiant. En quoi le fait de savoir que le courage est nécessaire pour surmonter les crises m'aiderait-il à faire face à une guerre ? Moi,
adolescente de 16 ans. Cet appel de courage renforce en réalité plutôt ma peur et vient m'en créer de nouvelles. Car est-ce que j'aurais, moi, le courage nécessaire ? Comment est-ce que je réagirais si on me soumettait à la torture ? Si je devais choisir entre assassiner quelqu'un ou mourir, est-ce que je tuerais ? Par ailleurs, un optimisme à la Candide peut amener à l'inaction. Après tout, pourquoi agir quand tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Ce même optimisme peut aussi glisser vers une minimisation de la souffrance réelle. Il peut empêcher de nommer la violence, l'injustice ou même la responsabilité humaine. Alors, je me repose la question, optimisme ou pas optimisme ? Comment faire face à ma peur ? Et me voilà de retour au point de départ. En réalité, bien que j'ai réellement essayé, je doute, cher public, que j'arriverai ce soir à vous amener à des conclusions qui me conviennent. En fait, je ne sais même pas si à mon âge, il soit encore possible d'avoir une réponse. Après tout, je n'ai rien vécu encore. J'ai eu la chance de jamais avoir connu la guerre ou la misère. Mais cependant, une petite idée me trotte par la tête. En fait, il me semble que toutes ces questions que j'examine depuis le début de ce discours avec vous reflètent de dimensions existentielles. Et dès lors, c'est impossible de leur attacher une réponse unique et absolue. En fait, pour revenir à la citation, je ne suis pas sûre que Churchill lui-même avait une réponse. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il ne savait pas comment la guerre allait tourner. Disons-le, cette citation, c'est un acte de propagande de guerre, un encouragement pour que sa population tienne. Parce que si la population ne tient pas, la guerre est perdue d'avance. Je me demande si lui aussi ne restait pas éveillé la nuit, à se poser les mêmes questions que moi, à se demander s'il allait vivre ou si tout était pour le pire. Alors, voilà ma réponse. Je ne peux rien contre ces peurs. Car ce sont des peurs humaines, des peurs qui reflètent de suppositions sur le futur et personne ne peut connaître le futur. Peut-être qu'en réalité, tout ce que je peux faire, c'est accepter l'incertitude et continuer à vivre, continuer de me construire, continuer de m'instruire, continuer de résister à mon niveau face à ce que je trouve injuste, continuer d'espérer. Peut-être, mesdames et messieurs, que la seule solution que je peux formuler ce soir avec vous, c'est une autre citation de la propagande de guerre britannique. « Keep calm and carry on ». Restez calme et continuons d'avancer. C'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. J'espère que ce sera suffisant. Merci beaucoup pour votre attention. Attendez, je suis désolée. Ici. Est-ce qu'il faut que je la lise avant de faire mon improvisation ? Oui. Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire ». Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. Simone Weil. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau sur moi. Sachez que j'ai beaucoup entendu parler de ce devoir de mémoire, car je suis moi-même de confession juive. J'en entends parler, en fait, tous les ans, à l'époque de la Libération. Et j'ai aussi très familière avec Simone Weil. C'était une de mes héros dans mon enfance. Alors, quand elle dit « le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre », cela résonne en moi. Parce que on m'en parle tellement de ce devoir de mémoire, on me le redit dans ma tête tous les jours, presque. Mais j'ai l'impression, et je trouve que cela se retrouve bien dans sa citation, que le sens du mot devoir, à force d'être répété, s'est perdu. On parle désormais d'un devoir comme quelque chose qu'il faut faire et on ne sait pas vraiment comment le faire. On le dit encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ça perde sa moelle. De plus, un simple mémoire de commémoration
Ça veut dire qu'on se souvient de ce qui se passe, mais on n'apprend pas vraiment de ses erreurs. Peut-être que, en réalité, comme le dit Simone Weil, il faut enseigner et transmettre. Mais quelque chose me perturbe. Comment est-ce qu'on peut continuer d'enseigner et de transmettre une fois que les personnes qui auront connu ces événements auront disparu? Parce que pour moi, transmettre, ça veut dire avoir connu quelque chose et le passer à ses enfants, à ses petits-enfants, etc. Et en fait, cette citation, j'ai beaucoup parlé de peur dans mon discours, mais peut m'amener à une autre peur. Est-ce que si on prend le devoir de mémoire comme le fait de transmettre et d'enseigner, est-ce que quand une génération sera passée, est-ce qu'il arrêtera de se faire? Voilà, j'ai peur, mais peut-être que c'est la vérité. Peut-être qu'il faut continuer d'enseigner et de transmettre.